Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo, réalisée sur la base d'un article du journal La Cause du Peuple. Le lien original de l'article est disponible en description. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le rapport du marxisme et de son application à l'écologisme. Voyons donc la falsification historique dont le marxisme a été l'objet. Nous avons, dans notre précédente vidéo, parlé de l'image fort peu écologique de l'URSS. C'est une image qui est due au révisionnisme, ayant triomphé une vingtaine d'années avant les débuts de l'écologisme. S'il existe un pan méconnu et surprenant de l'histoire soviétique, c'est bien sa politique environnementale à l'époque de Staline. En 1921, la jeune République soviétique crée les Apovedniki, d'immenses réserves naturelles dont l'accès était limité aux scientifiques, l'objectif de ces réserves étant avant tout scientifique, permettant d'étudier la biosphère sans perturbation et de mieux connaître l'environnement. Les soviétiques développèrent dans les décennies suivantes des méthodes agronomiques à contre-courant de l'agronomie occidentale, alors centrée sur l'emploi massif d'engrais et de pesticides. La vision que les agronomes occidentaux avaient des sols était celle d'un potentiel limité et épuisable. Ils pensaient que la technique devait augmenter par l'utilisation d'engrais, un labourage plus intensif, etc. On sait en effet que la fertilité des champs dans les pays occidentaux diminue d'année en année. Mais c'est ce que l'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Les techniques n'étant pas le palliatif, mais la cause de la destruction des sols et de la diminution de la fertilité, nécessitant l'emploi de plus en plus intensif d'engrais. C'est un cercle vicieux. La vision soviétique du sol était celle d'une usine à entretenir. Le sol fait partie de la biosphère. Il est vivant. Tous les éléments qui le composent sont liés les uns aux autres. Les nutriments que consomment les plantes viennent de la vie qui se trouve dans le sol. C'est comme ça que le sol devient fertile. Les agronomes soviétiques avaient compris qu'au centre de la biologie des sols se trouvait l'arbre, véritable maître du sol. Les racines profondes des arbres transforment le sol et permettent un meilleur drainage de l'eau, car l'arbre change la composition du sol, produit des branches et des feuilles qui en tombant nourrissent la vie du sol et créent de l'humus, augmentant la fertilité. Les arbres protègent aussi leurs voisins, en apportant de l'ombre et en faisant office de coupe-vent quand ils sont nombreux. Nous pouvons voir, en comparant ces deux visions, l'influence du matérialisme dialectique dans ce domaine. Les débats entre tenants d'une agriculture à l'occidentale et tenants d'un modèle de type nouveau commencent dans les années 1920-1930. Mais les conditions de la Seconde Guerre mondiale donnent temporairement raison aux partisans des engrais. La nécessité de nourrir la population devient principale, et le pays ne peut commencer un plan qui ne portera ses fruits que quand les arbres auront poussé. Ce plan, le grand plan pour la transformation de la nature, verra le jour en 1947. Ce plan comprenait la plantation d'immenses bandes forestières à travers le pays, sur une superficie supérieure à la France, la Grande-Bretagne et le Benelux réunis. Le plan comprenait une restructuration des sols, avec un plan pour chaque région via le système herbaire. Arrêter le labour, protéger et réenrichir le sol en matière végétale en le recouvrant par un paillage. La permaculture avant l'heure. Les agronomes soviétiques, ayant compris le sol, savaient le rendre fertile sans l'abîmer, comme le fait l'agronomie occidentale, et étaient capables de transformer les sols peu fertiles des steppes en terre noire, aux caractéristiques très fertiles du sol de forêt. Ce plan sera cependant abandonné après le triomphe du révisionnisme khrouchtchevien. À partir de là, ce sera l'obsession de rattraper les pays occidentaux, en imitant leur méthode qui primera. Le résultat, dans les années 1970, l'URSS perd toute autosuffisance alimentaire et importe du blé américain. Le révisionnisme, en particulier à l'époque de Brejnev, va également rendre l'économie soviétique dépendante des exportations de pétrole. Le pays, en effet, dispose d'immenses réserves de charbon et de pétrole, de quoi réaliser facilement l'électrification du pays. Cependant, plutôt que de se jeter à corps perdu dans l'exploitation de ces ressources, à l'époque du socialisme, c'est-à-dire avant Khrouchtchev, seront construits de nombreux barrages hydroélectriques. L'URSS ouvrira également la première centrale nucléaire civile et sera pionnière dans la recherche sur la géothermie et la fusion nucléaire, pour produire de l'énergie. Ces plans témoignent d'une vision à très long terme de la politique énergétique soviétique avant le triomphe du révisionnisme. La politique révisionniste mènera l'économie soviétique dans le mur avec la chute des prix du pétrole dans les années 80.
l'URSS fut également pionnière dans le domaine du recyclage. Cependant, l'URSS reste quand même productiviste, selon les critères écologistes, même en prenant compte leurs méthodes. Il est vrai que les pays socialistes ont cherché à augmenter leur production, mais cela doit être mis dans son contexte. Les différentes révolutions prolétariennes ont eu lieu dans des pays semi-féodaux et arriérés économiquement. La Russie et la Chine, avant leur révolution, étaient peuplées en majorité de paysans illettrés. Les famines y étaient très fréquentes et leurs économies étaient dépendantes des pays impérialistes. Le développement des forces productives était donc une nécessité pour répondre aux besoins de la population pour la défense nationale. La victoire contre le fascisme aurait été beaucoup plus ardue sans une armée rouge moderne, équipée par l'industrie soviétique. Mais il faut surtout comprendre que le développement de la production s'accompagne du développement de la science. Une compréhension du monde à même de lancer le grand plan pour la transformation de la nature ne tombe pas du ciel. De tels projets nécessitent un certain niveau de connaissance, des travailleurs instruits, des agronomes, des scientifiques, des ingénieurs qualifiés, etc. C'est une société industrialisée qui permet d'atteindre ce niveau d'expertise. Nous pouvons donc conclure en disant que l'écologie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux écologistes, qu'ils soient des escrocs partisans du capitalisme vert ou des radicaux utopistes voués à être bloqués dans une impasse. La biosphère n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin d'elle pour survivre en tant qu'espèce. Sa bonne santé est avant tout dans l'intérêt de l'humanité, qui doit se réconcilier avec son environnement. Que ce soit pour notre survie en tant qu'espèce, ou même simplement notre confort, pour ne pas finir en tant qu'une poignée de survivants à manger des aliments de synthèse dans un bunker. Comme le disait Margaret Thatcher, le réchauffement climatique fournit un superbe prétexte pour le socialisme mondial. Seul le communisme pourra réaliser cet objectif, en plaçant les intérêts du prolétariat, et donc de l'humanité, avant tout. Nous vous remercions d'avoir suivi cette mini-série de vidéos. Pour approfondir sur la politique environnementale soviétique, nous conseillons le livre L'écologie réelle, une histoire soviétique et cubaine, par Guillaume Swing. Bien que révisionniste, il brosse un bon portrait de ce qui s'est fait en URSS. Nous nous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines mises en ligne. Commentez, soutenez et faites connaître À l'assaut du ciel, le média pour la révolution socialiste.